כמה טוב שבאת הביתה, כמה טוב לראות אותך שוב. Ils ont relevé le défi de l'Alia. Studio Kalita vous raconte leur histoire. Alia Story, c'est vous, c'est nous. ספר איך היה. Salut à tous, bienvenue. Nous sommes ravis, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui avec un portrait, comme vous les aimez, un spécial Alia Story. Elle s'appelle Tsipora Prince Agbodjan. Elle est à mes côtés. Bienvenue Tsipora. Merci Cathy, bonjour à tous. Et voilà, on est ravis de vous accueillir. Alors vous êtes là parce que vous avez un parcours évidemment un peu particulier. Alors vous êtes en Israël depuis exactement 5 ans aujourd'hui. Voilà. Vous avez fait votre Alia il y a 5 ans. En fait, d'abord, je me suis convertie en France et ensuite, je suis venue un peu plus tard, 2 ans plus tard. Donc là, je suis là depuis 2014. 2014. Donc, on rentre directement dans le vif du sujet. C'est pas moi, c'est elle qui le veut. Donc, on va y aller. Donc, Tsipora, outre le fait d'être avocate internationale depuis 12 ans, elle travaille en Israël, elle habite ici, mais elle a aussi une histoire personnelle tout à fait passionnante, parce qu'elle vient du Togo, en fait. Elle est née en France, mais ses parents sont originaires du Togo. Tout à fait. Et donc, vous venez de nous dire que vous êtes convertie. Mais qu'est-ce qui vous est passé par la tête, Tsipora ? Vous nous intriguez. En fait, je pense que chaque histoire de convertie est particulière, mais donc je vais vous raconter un peu la mienne. C'est que j'ai toujours été baignée dans la chose religieuse. Lorsque j'étais enfant, je me rendais à l'église avec ma sœur. Et j'avais toutes sortes de questions. J'étais très intriguée, notamment par des cérémonies que les catholiques peuvent avoir. Et sur le fait qu'on puisse partager le corps du Christ et voir son sang, etc. J'étais perturbée. Et je demandais toujours à ma sœur, mais qui est Dieu ? Comment il est ? Et où est-ce qu'on peut le voir, etc. Et la réponse qu'elle m'a faite, c'est qu'il était partout et invisible. Et en fait, ça m'a perturbée. J'y ai réfléchi. Pourtant, j'avais 4 ans, mais ça m'a vraiment... interpellée. Voilà, et donc j'ai eu cette conscience-là de Dieu assez jeune, et plus tard, lorsque moi-même j'ai pratiqué le catéchisme, j'ai eu beaucoup de questions auxquelles les intervenants n'ont pas pu répondre. Donc après coup... Du genre Non, mais quel était le lien entre l'Ancien Testament et le Nouveau Testament ? Pourquoi si Jésus était juif et pratiquait la religion juive, pourquoi nous en pratiquions une autre ? Etc., etc. Donc, c'était des questions légitimes, mais bon... vous deviez être bien aimée là-bas. Oui. Non, mais c'est surtout que je me souviens avoir, lors de ma profession de foi, rédigé ma profession de foi. Et en fait, le staff a été émerveillé. Ils m'ont même fait un cadeau pour ça. Et voilà, c'est ce qui montre que, oui, c'est vrai, j'avais toujours eu cet engouement et cet intérêt pour la chose spirituelle. Donc après, lorsque j'ai eu, je crois que j'avais 12 ans ou 13 ans, pendant les vacances, je me suis mise à lire la Bible, de Genèse jusqu'à la fin. Et puis en fait, je me suis demandé, mais en fait, Dieu, il s'adresse qu'aux Hébreux finalement dans l'histoire. Et donc je me suis posé des questions, quoi. Bon, après, j'ai arrêté le catéchisme parce que vraiment, ça correspondait plus à ce en quoi je croyais. Puis il y avait un décalage entre le comportement et ce que les gens professaient. Et puis plus tard, en fait, j'ai commencé à lire... sur les religions. Et puis, j'ai surtout visionner une émission sur Arte qui s'appelle Corpus Christi. Et dans laquelle, en fait, des théologiens reconnaissaient qu'il y avait beaucoup d'inexactitudes sur le catholicisme et sur la chrétienté. Donc, c'est là que j'ai appris sur le concile de Nicée, qui était Nicée, etc. Donc, ça m'a vraiment perturbée, mais profondément. Donc, ce qui m'a... Vous aviez quel âge, là, à cette époque ? Je sais pas, j'étais adolescente, je pense, ou 15 ans, jeune adulte, ouais. Et puis après, en fait, j'ai suivi une émission de Josie Eisenberg, dans laquelle il... qu'on salue, voilà. Peut-être qu'il nous écoute, on ne sait pas. Et oui, d'ailleurs, un jour, je suis allée lors d'une conférence le remercier, en fait, parce que je pense qu'il a été vraiment un des détonateurs. Et c'est que j'ai su que Maïmonide avait rédigé des textes au sujet des non-juifs, donc où il parlait des nez noirs. Et c'est là que j'ai pu étudier. Donc, grâce à Josie Eisenberg, il vous a donné quelques livres à lire, dont Même celui-là. pas, en fait, je ne l'ai pas rencontré, mais juste, voilà. Grâce à lui, j'ai pu m'intéresser à ses ouvrages. Donc, effectivement, que j'ai trouvé, et je le précise, dans la médiathèque de Taverny. Taverny, la ville où vous avez grandi. Oui, en partie. Et donc, voilà. Et quand j'ai lu le livre des connaissances,
je me suis considérée tout de suite comme née noire, en sachant que voilà, j'étais pas juive, donc il y avait forcément un statut. Enfin, moi, c'est ce que je pensais au début pour les non-juifs, et voilà. Donc, Alors, vous êtes considérée comme née noire, vous étiez une jeune adulte, mais vous viviez encore dans votre famille. Comment ça a été perçu tout ça? alors, Est-ce que c'est un changement intérieur sans en parler, très discret, ou tout le monde est au courant que vous étiez en train de passer un cap? Au sein de ma famille, on a toujours été très ouverts, etc. Donc, on parlait de tout. Et c'est vrai qu'au début, il n'y a pas vraiment d'impact sur le massé, sur l'action, en fait. Les Noirs, c'est d'avoir Tout à conscience fait. que les 7 lois de Noé ont été données par Dieu et les appliquer. Donc, au début, il n'y avait pas d'incidence. Et puis, en fait, j'ai lu le Guide des égarés de Maïmonide. Et c'est là, en fait, que ça s'est... Lu le Guide des égarés, eh Voilà. bien. Ça s'est produit. Et effectivement, j'ai une réaction vraiment épidermique et même... donc, j'en ai pleuré, j'avais des frissons. Et c'est là que j'ai compris ce qu'était vraiment ma foi, en fait. Et c'est comme si je lisais tout ce en quoi je croyais. Et donc, du coup, je me suis dit, donc ma foi, elle est juive, en fait. C'était pas... Ça a été comme une révélation. Ouais, tout à fait. Donc après, bon, j'ai pas tout de suite voulu me convertir. J'ai d'abord lu en fait des ouvrages sur la pratique juive, donc ce que j'avais à disposition à la médiathèque de Taverny toujours et encore. Et puis voilà, après sur Internet, je me suis documentée. J'ai essayé de voir effectivement comment on pouvait devenir juif, etc. Donc j'ai lu beaucoup de forums pour Ça vous voir... a pas fait peur? Si, et en fait, je pense que même Hachem a fait en sorte que je sois même, enfin, pas encouragée, mais alertée par certaines petites choses qui pourraient plus tard être des... Comme quoi, par exemple? Alors, j'ai assisté à une conférence organisée par le Bnei Brit, et quand je suis arrivée, en fait, la dame, elle est entrée, elle m'a regardée, mais elle m'a chosifiée. J'étais tellement effrayée que j'ai failli repartir. Et puis, en fait, je me suis dit, non, écoute, t'es venue jusque-là, prends ta place et assieds-toi. Et en fait, j'ai assisté à la conférence et une dame une convertie qui avait mis 10 ans pour se convertir. Elle s'est levée, elle a raconté son expérience, elle s'est mise à pleurer en disant, voilà, ma belle famille ne m'accepte pas, mes voisins ne m'acceptent pas, je n'ai que mon mari. Et elle était très triste de ça. Et finalement, je la voyais pas si épanouie dans sa conversion. Ensuite, il y a un autre monsieur qui s'est levé, monsieur Ashkenaz, qui a dit voilà, que sa famille avait péri lors de la Shoah, etc., etc., et que finalement, d'accepter les convertis, c'était de faire rentrer le loup dans la bergerie. Et ça m'avait vraiment choquée. Je me suis dit, waouh, disons, c'est pas chose facile que d'être converti. On n'est pas forcément bon. On n'est pas forcément accepté Et par les autres juifs de naissance. C'est pas toujours simple. Et pourtant, bon, ça aurait dû peut-être être le cas, mais dans la réalité, les choses ne sont pas toujours évidentes. Voilà. Et puis finalement, bon, ça m'a pas découragée. J'ai vu que c'était pas facile, mais et puis finalement, qu'est-ce qui s'est... Voilà, en décembre 2005, j'ai fait ma demande officielle. Et en fait, par le truchement de Rav Betzalel Lévy, que je salue. Vous avez fait une demande officielle de conversion auprès du Beit Din de Paris. Tout à fait. Et en fait, auparavant, j'avais eu à traiter en tant qu'avocat un dossier de divorce de 2 personnes juives. Et nous représentions l'époux. Et lorsque le divorce civil a été prononcé, l'époux a refusé de donner le guet. Et donc, moi, ayant conscience de l'importance Vous avez fait pression. Voilà, de concert avec le rabbin Lévy. Donc, je l'ai incité. Effectivement, il y avait de l'autre côté de la barre une assignation en dommages et intérêts. Donc, de toute façon, là, j'en profite aussi pour les confrères et les femmes qui seraient confrontées à ce genre de problème. Il y a de la jurisprudence. Le fait de ne pas délivrer le guet constitue une faute civile. Donc, on peut toujours obtenir... On va apprendre en plus des choses ce matin. Le fait de ne pas donner le guet constitue une faute civile en France. Tout à fait. C'est acté dans la jurisprudence. Tout à fait. En tout cas, à l'époque, il y a donc maintenant 12 ans de ça, il y avait un arrêt et je suppose qu'il y en a eu d'autres. Enfin, j'espère. Probablement. Et donc, voilà, il y a moyen de se défendre, civilement en tout cas. Et donc voilà, donc après coup, quand le dossier s'est terminé, j'ai contacté le Rav Betzalel Lévy du consistoire et je lui ai dit voilà, que je voudrais me convertir, est-ce qu'il pourrait m'aider à revoir ma lettre? Et donc ce qu'il a fait très gentiment, et c'est comme ça que ça a commencé. Bon, et on dit que c'est très très dur de se convertir avec le Beit Din de Paris. Alors,
Moi, j'ai C'est vrai ou pas pas vraiment cette sensation et cette opinion. Je pense qu'en fait, les rabbinim, ils veulent seulement savoir si on est vraiment engagé. Et tant qu'on sait, qu'on montre qu'on sait, qu'on veut vraiment, ils vous ouvrent la porte. Je pense qu'effectivement, il y a eu des cas où les conversions étaient intéressées pour des mariages, etc. Et que, bon, quand ils ont cette sensation-là, ils essayent de décourager les candidats. Et malheureusement, il y a toujours des gens qui passent à travers les mailles du filet. Mais pour autant, moi, j'ai pas eu de complications. En fait, on me demandait juste de savoir lire, de savoir les prières, de savoir... voilà. Ce que vous avez fait et ce que vous Voilà, continuez tout à à fait. pratiquer avec beaucoup de... Grâce à Dieu. Voilà, beaucoup d'ardeur et beaucoup de émouna. Alors, vous êtes converti, ok, très bien. Vous étiez avocate, vous étiez bien dans votre vie. Après tout, est-ce que c'était obligatoirement de venir vivre, vous installer en Israël et faire votre alia? Tout n'était pas évident. Non, effectivement. Mais en fait, c'est que j'avais cette conscience-là de devoir faire l'alia, parce que c'est aussi une mitzvah. Mais il est vrai qu'au départ, je pensais d'abord me marier, venir en tant que couple, en tant que famille, pour pouvoir être plus fort. Parce qu'effectivement, moi, je connaissais pas grand monde. C'était un pays que j'avais visité une fois. Je pense, d'ailleurs, c'était il y a 10 ans, la première fois que je suis venue en Israël avec ma sœur aînée. Et voilà, donc c'est vrai que pour moi, Israël, c'était une finalité, mais pas dans l'immédiat. Alors, qu'est-ce qui vous a déclenché? Qu'est-ce qui a été, on va dire, le moteur de ce changement de vie radical? Alors, en fait, c'était pas vraiment de ma propre volonté, on va dire, dans la mesure où je venais de commencer une nouvelle expérience professionnelle dans une société globale américaine qui est pas vraiment versée sur l'humain. Et c'est vrai que j'avais un poste qui me prenait beaucoup de temps parce que je gérais un compte en tant que contract manager très important chez Accenture. Et donc, je faisais des heures sup, mais quand je vous dis des heures sup, parfois, je ne dormais plus. Hein. Je ne dormais pas la nuit, etc. Parce que je devais me reformer. J'étais, en fait, normalement positionnée sur un poste de juriste. Mais en fait, on m'avait rajouté des tâches qui faisaient qu'il fallait que je sois aussi un peu en financier, etc. Et donc, il fallait bosser. Donc, j'étais pas loin du burn-out, sachant que la personne que je remplaçais, en fait, a fait le burn-out. Et ça, ils se sont bien gardés de me le dire. Mais voilà, au cours du mois de mai, au cours des ponts du mois de mai, j'ai proposé à ma mère de venir en Israël pour me reposer un peu. Et puis, en fait, là, ça a fait sens. Et je me suis dit, non, c'est sûr que c'est là que je dois vivre, en fait. Parce que j'étais dans une situation où j'avais vraiment l'impression d'être en Mitzrayim. C'était la première fois que j'allais au travail en transport en commun. Et en fait, j'étais compressée dans le bus, etc. À l'étroit dans votre vie, on va dire ça. Oui, non, mais c'était compliqué à aller au travail. Moi, je prenais le métro, je rentrais, il faisait nuit, je sortais, il faisait nuit. C'était très, très difficile. Et puis, le stress du travail, parce que c'était un compte important et que, voilà. Alors quoi, il n'y a pas de stress dans le travail en Israël? Si, bien sûr. Mais on le vit mieux. C'est différent. On le vit mieux. Mais c'est vrai que quand je suis retournée en France, j'ai rencontré le Rav Eli Kling, que je salue, lors d'un Shabbat plein au centre Egmont Flegg. Et je lui ai demandé est-ce qu'il était vrai qu'il fallait avoir au moins 1 an de loyer devant soi avant de faire l'alia. Et il m'a dit et pourquoi pas 10 ans de loyer pendant qu'on y est. Alors du coup, le lundi, j'ai commencé à préparer les documents pour lancer le dossier d'Alia. Et ça s'est fait très rapidement. Donc, en fait, je travaillais pour une société qui a un bureau ici à Herzliya, donc j'ai essayé de me faire muter. Et puis, ça n'a pas fonctionné. Et quand bien même, j'ai continué à chercher un emploi. Donc, j'y passais tous mes dimanches. Et j'ai trouvé un emploi dans un cabinet d'avocats ici à Jérusalem. Donc, grâce à Dieu, j'ai pu faire l'alia en plus en mode sécurisé. Parce que vous aviez déjà trouvé un emploi de France. Tout à fait. Et donc, j'étais même venue passer l'examen des avocats étrangers ici en Israël auparavant. Donc, du coup, voilà. C'est une occasion de préciser qu'il y a 2 façons de professer le droit en Israël, soit en passant les équivalences normales du barreau israélien et de devenir un avocat israélien à part entière, soit lorsqu'on est avocat depuis un certain nombre d'années en France, voilà, 5 ans, on a la possibilité de s'inscrire au barreau en tant qu'avocat étranger et de professer eh bien, en fonction de sa spécialité, bien sûr, en tant qu'avocat étranger en
en Israël. Et ça, c'est assez nouveau. Et c'est quand même un gros avantage pour des gens qui ont beaucoup d'expérience et pour qui ce serait compliqué de tout recommencer à zéro. Il faut quand même le dire. Tout à fait. Et vraiment, j'encourage les confrères. Je sais qu'il y a beaucoup de confrères qui passent l'examen, qui ne viennent pas forcément vivre tout de suite en Israël. Mais voilà, pour ceux qui ont au moins 5 ans d'expérience professionnelle, je les encourage vivement à le faire, même si... Au moins 5 ans d'expérience. Ouais, hein. voilà. Pour travailler peut-être en entreprise, même si on n'est pas recruté en tant qu'avocat dans un cabinet, mais ça peut toujours servir. On peut travailler en tant qu'avocat ici dans ces conditions-là. Tout à fait. Moi-même, j'ai créé mon cabinet il y a 1 an maintenant. Donc, j'exerce plutôt en droit des affaires internationales. On va en parler tout de suite. Ouais, voilà. Et donc, oui, je pense que c'est une bonne solution. Bien sûr qu'on ne peut pas être autant d'avocats que le monde juif on peut plaider au barreau, etc. Non, justement, ça, on peut pas. Ça, on peut pas. On peut vraiment exercer que dans son droit d'origine ou en droit international. D'accord, mais on ne plaide pas au barreau israélien, ça c'est pas possible. Non. Et je dois aussi préciser qu'il faut être inscrit dans son barreau d'origine. Donc, oui, il faut conserver l'inscription. Tout à fait. Ok. Bon, alors vous vous convertissez, vous faites votre alia, vous menez la vie dure à votre famille, ma chère Tsipora. Alors en fait, je dois dire que ma sœur aînée déjà avait fait un choix de s'installer aux États-Unis, donc. Voilà, on est déjà un peu habitués. Ma sœur aînée, je crois qui s'appelle Rachel, vit aux États-Unis depuis 15 ans ou 20 ans. Et donc, je crois que ma mère était déjà un peu habituée préparée à avoir des enfants un peu partout. Voilà. Et en fait, c'est vrai que ma mère était un peu apeurée au début de me voir partir dans un pays qu'on ne connaissait pas trop, dans lequel on n'avait pas vraiment de relation. Et puis finalement, quand je lui ai annoncé que, justement à la fin du séjour au mois de mai, je lui ai annoncé que je pensais m'installer ici, elle a je pense qu'elle a pris elle a mis de côté un peu son chagrin. Et puis finalement, quand je venais en Israël, elle est venue rester le premier mois avec moi. Elle a fait l'ALIA, en fait, le même jour que moi. On a pris des avions différents, mais elle est venue avec vous. Elle est venue avec moi, elle est restée avec moi le premier jour. On a cherché l'appartement ensemble, etc. Et finalement, voilà. Et puis elle est revenue après. Et je pense que le fait de me voir assez intégrée, de voir que j'ai des amis sur lesquels je peux compter, elle a même rencontré mon rabbin, Rav Citruc, etc. Donc voilà, c'était intéressant de voir que... Elle a adhéré finalement à votre projet. Ouais, voilà. Ouais, voilà. Formidable. Alors, vous êtes, on l'a dit, de France. Vous êtes née à Paris, mais vous êtes originaire d'une famille togolaise. Tout à fait. Et dans le cadre de vos activités d'avocate internationale, vous œuvrez, puisque vous êtes en Israël, au rapprochement, on va dire, entre l'Afrique et, enfin, en tout cas, plus particulièrement le Togo et Israël. Et vous avez une maxime que vous avez fait vôtre, on va dire, c'est celle de Binyamin Netanyahou quand il parle de l'Afrique. Je vous laisse la dire. Israël revient vers l'Afrique et l'Afrique revient vers Israël. Et c'est vrai qu'à chaque fois qu'il la prononce et que je la lis, je souris intérieurement parce que je me sens particulièrement liée par ce slogan. D'ailleurs, j'ai rédigé un blog au Times of Israel en rapport avec cela. Et effectivement, la conclusion de ce blog, c'était de dire, c'est vrai qu'Israël a beaucoup de technologies à exporter, etc., vers les pays africains, mais est-ce qu'Israël va accepter de se faire aussi un peu pénétrer par les Africains, que ce soit sur le plan économique, sur le plan commercial, sur le plan culturel, etc., etc. Donc voilà, c'est la question. Et donc, c'est vrai que je me sens liée aussi parce que c'est le corps de mon activité, donc le commerce entre les pays africains et Israël. Et il se trouve qu'effectivement, au même moment, en fait, le gouvernement israélien relance les relations. Alors, justement, il y a un sommet du 23 au 27 octobre à Lomé, la capitale du Togo. Vous allez être impliqué dans cette on va dire, cette belle avancée entre nos pays? Tout à fait. Alors, j'essaye de gagner ma place sur le strapontin, comme on dit. Donc, je ne fais pas partie officiellement du comité d'organisation, mais oui, effectivement, je serai présente. Je serai présente en tant qu'avocat pour pouvoir faciliter les choses, sachant que beaucoup d'Israéliens ne maîtrisent pas le français et qu'il y a parfois une barrière de
culture, tout simplement, donc de pouvoir rapprocher les uns et les autres et de pouvoir, en vertu de mes compétences, pouvoir rédiger des contrats et faciliter le business. Maintenant, c'est vrai que je m'intéresse aussi à d'autres aspects de ce sommet, à savoir que Oui, pour vous, les aspects commerciaux, c'est bien, mais il n'y a pas que ça. Exactement. Et je pense qu'effectivement, Israël a tout intérêt à faire valoir ce qu'il est vraiment, c'est-à-dire le porteur de la Torah, le représentant d'Hachem, de Dieu dans ce monde. Donc voilà, on doit aussi montrer qu'on est juif. Et donc, de porter une voix un peu différente, une voix spirituelle différente. Tout à fait. Donc là, j'ai contacté certains rabbinim, dont Rav Uri Cherki, pour pouvoir donner une conférence sur les lois noires. Donc effectivement, de juste dire, voilà, ce que dit la Torah pendant ce sommet. Pendant ce sommet, que dit la Torah sur les non-juifs. Et après, puisque de toute façon, le noarisme ne constitue pas une religion, donc il n'y a pas de danger. Après, les gens ne prennent pas ce qu'on a à leur apporter, mais je pense la que vision de la Torah de l'humanité, en gros. Tout à fait, tout à fait. Et donc voilà. Les non-juifs. Des non-juifs, et puis d'assurer aussi qu'on puisse respecter Torah ou Mitzvot sur place en mangeant kasher notamment et en assurant des offices. Donc là, j'ai contacté aussi un autre rabbin du mouvement Rabbad. Donc là, c'est plutôt votre côté, c'est votre participation personnelle, on va dire. Voilà, ça n'a rien à voir avec votre travail, mais c'est votre petite touche, votre petite pierre à l'édifice. Tout à fait, mais on ne peut pas se scinder. C'est compliqué. Voilà, donc effectivement, on essaye de faire en sorte qu'il y ait, d'assurer les 3 offices avec un Sefer Torah et des téphilines. Donc voilà, si Dieu veut, ça va bien s'agencer. Et je pense qu'on va pouvoir et faire du business et respecter le statut que l'on a en tant que juif. Bon, on sait que vous êtes proche, en tout cas, de certains ministres togolais, même du président. Et on voudrait savoir, enfin moi j'aimerais savoir, qu'est-ce qu'ils attendent à leur tour de ce sommet. C'est plutôt des échanges commerciaux, c'est doper l'Afrique, doper le Togo? Exactement. Alors, je pense qu'il y a un aspect un peu plus personnel, parce que pour avoir un peu échangé avec le ministre des Affaires étrangères togolais, il a une vraie admiration pour Israël. Et c'est quelqu'un qui est profondément spirituel. Il a effectué des études de théologie. Et je pense que, voilà, déjà, il y a cet aspect-là. Et les relations entre le Togo et Israël sont très anciennes. En fait, déjà, depuis l'ancien président. Donc, il y a des relations diplomatiques. Et aussi, il faut dire que un des points forts d'Israël, c'est l'armement. Et au Togo, en fait, je pense que la quasi-totalité de l'armement togolais provient d'Israël. Il y a aussi le fait qu'Israël forme les militaires togolais. Donc voilà, il y a cet aspect-là. Et puis ensuite, je pense que le Togo maintenant se positionne sur comme une plateforme, un hub international africain, puisqu'on peut voir qu'il a réalisé plusieurs conférences internationales sur la sécurité maritime. Là, il y a eu l'AGOA, donc un sommet entre les États-Unis et l'Afrique, et qui sont déroulés au Togo. Donc effectivement, je souhaite le plus vivement que le Togo devienne vraiment une place économique, et je pense qu'ils ont toutes leurs chances. Je pense qu'il y a beaucoup de cadres togolais qui sont un peu partout et surtout au Togo qui peuvent aider au développement de ce pays. Ok, alors juste pour finir sur une touche un petit peu plus personnelle, parce qu'on sent qu'on pourrait parler avec vous très longtemps de plein de choses différentes, de plein de sujets, et ça c'est sûr. C'est quoi pour vous ce qui vous marque, ce qui vous anime lorsque vous vivez ici, vous qui avez connu plusieurs vies, plusieurs pays? Qu'est-ce qui vous émeut toujours, qui vous pousse toujours en avant? En fait, c'est la volonté de faire plaisir à Hachem. Ça peut paraître un peu prétentieux comme ça ou un peu gadol, mais c'est vrai et de reconnaître que Hachem est grand et que, voilà, à chaque instant, même on peut s'émerveiller de chaque chose, une petite fleur, etc. Et de se dire, on a envie de participer au projet. Et moi, c'est pour ça aussi que je me suis convertie. C'est que je me dis, waouh, ils sont comme une team là, et Hachem leur a donné un but et ça a l'air vraiment fantastique et j'ai envie d'en faire partie.
Et c'est ça, c'est de se dire, je fais de mon mieux pour apporter ma contribution à ce grand projet qu'Hachem nous a assigné, quoi. C'est de révéler sa présence dans ce haut-là, mais c'est vrai que c'est pas facile, c'est individuellement pas facile et collectivement non plus. Donc voilà, on essaie de faire de son mieux. Je pense que c'est ça qui motive, quoi, de pouvoir se battre et de réaliser cela. Alors, juste pour finir, vous êtes très cartésienne d'un côté, très spirituelle de l'autre. Parfois, pour certains, ça paraît complètement, on va dire, ça ne matche pas ensemble. Comment vous vivez cette dualité ? Alors là, je crois que je ne me pose pas la question. Mais effectivement, je pense qu'il ne faut pas oublier... Enfin, on ne peut pas mettre Hachem de côté. Donc, en fait... On fait son travail, mais cette variante-là, elle ne bouge pas, elle est toujours présente. Elle est toujours présente dans tout ce que vous faites. On essaye, en tout cas, on essaye. D'accord, la cavode. Merci beaucoup pour ce moment passé en votre compagnie. Voilà. Merci à vous, c'était très agréable. Et bien de rien. Merci à Kalita aussi, on en profite pour ces belles rencontres et pour ce joli visage de l'Alia, on peut dire de France, que vous venez de France, voilà, qui nous donne encore une autre ouverture sur un autre monde, sur l'Afrique. On vous souhaite plein de succès avec ce sommet. Voilà, on espère que ça aura des retombées positives pour votre carrière, dans votre vie. Et puis que tout le reste continue à bien marcher pour vous. Merci d'être venu. Merci à vous, Cathy. Ciao, ciao. Au revoir. כמה טוב שבאת הביתה, כמה טוב לראות אותך שוב. Ils ont relevé le défi de l'Alia. Studio Kalita vous raconte leur histoire. Alia Story, c'est vous, c'est nous.